Bonjour. Nous tenons tout d'abord à me remercier le comité d'organisation ainsi que le comité scientifique pour les efforts déployés afin de réaliser cet événement scientifique. Aussi, les remerciements vont à toute personne qui est ici présente. Et nous remercions aussi les responsables de cette faculté pour la qualité de l'accueil. Un grand merci adressé aussi à la RDAF pour le choix de la thématique du colloque qui nous a permis de présenter cette communication intitulée La contextualisation didactique et didactologique, enjeux et limites. Mesdames et messieurs, l'homme en contexte reconnaît que les humains ne sont pas des entités isolées, mais qu'ils sont constamment en interaction avec eux-mêmes ou avec leur environnement. Cette approche considère l'être humain dans sa globalité, en prenant en compte les multiples facteurs internes et externes qui influenceront son comportement et sa perception du monde qui l'entoure. Cependant, du point de vue épistémologique, un contexte est difficile à appréhender du fait de sa complexité. Du point de vue théorique, il y a un manque d'outils d'analyse pour mieux identifier et comprendre les constituants d'un contexte. D'un autre côté, il est question de savoir si un contexte peut être stabilisé, car l'étude d'un phénomène variable est compliquée. Cette stabilité doit être en telle sorte à ne pas porter atteinte à l'identité, à la spécificité de chaque contexte. Il faut distinguer alors les composantes identitaires et celles qui peuvent être écartées. Mais ce tri n'est pas facile non plus. En plus, la contextualisation, qui est un moyen pour assurer la fiabilité des résultats, est généralement aléatoire, car elle prend en compte certaines composantes et écarte d'autres sans aucun fondement scientifique. Dans cette intervention, nous avons jugé nécessaire de faire un aperçu historique sur la genèse et l'évolution de la contextualisation didactique et didactologique. Cette recherche permettra premièrement de relever les différents aspects de la problématique qui les accompagnent et qui accompagnent ce processus. Deuxièmement, il est un moyen pour en exposer les enjeux et proposer un outil théorique plus adéquat pour une représentation plus scientifique du contexte. Au début, il est important de définir et distinguer la didactique et la didactologie. Pour comprendre la raison pour laquelle elles sont deux concepts conçus en forme de dichotomie, ainsi la didactique peut être définie comme une réflexion sur les pratiques en termes d'enseignement, mais aussi d'apprentissage disciplinaire, alors que la didactologie est une science en construction bien sûr, et qui englobe toute réflexion théorique sur les pratiques apprenantes et enseignantes transversales qui concernent toutes disciplines confondues, dans tout lieu différent. Cela veut dire que même si la didactologie est un champ de réflexion beaucoup plus large que la didactique, la question du contexte les concerne toutes les deux, mais à des niveaux différents. En ce sens, quoique ce point n'est pas un débat à soulever pour le moment, dans cette intervention, cette distinction sera utile pour la suite du raisonnement sur le contexte et la contextualisation. Il convient de souligner que l'un des changements majeurs dans le domaine de l'enseignement des langues est survenu dans les années 70 avec l'avènement de l'approche communicative. Cette approche a remplacé progressivement la linguistique interne
qui prévalait alors en offrant une vision plus ouverte à la langue. Ainsi, la compétence communicative a entraîné la mobilisation des travaux sur les relations entre langue et société, sur les objets pragmatiques et la communication, ainsi que les premiers grands travaux sur les variations linguistiques et son lien avec l'école et la société. Pendant les années 80-90, la sociolinguistique s'est établie comme un cadre théorique important pour les sciences du langage, en mettant l'accent sur les pratiques linguistiques en tant que pratiques sociales, contextuelles et hétérogènes. En passant de la langue au langage, c'est-à-dire de l'objet d'étude au langage comme usage social et contextualisé de la langue. En adoptant la sociologie comme cadre théorique, la didactique des langues a changé sa perception de la notion de situation et a privilégié celle de contexte. Cet élargissement de la problématique a pour effet de considérer l'environnement sociolinguistique, culturel, social, économique, politique au-delà de l'espace didactique et pédagogique traditionnel. La sociolinguistique et l'introduction de la notion du contexte dans la didactique des langues ont favorisé un rapprochement de plus en plus étroit entre ces deux disciplines. Ce rapprochement permet de création d'une approche didactique qui accorde une plus grande importance au contexte social, ainsi qu'une sociolinguistique qui cherche à examiner les implications didactiques des données qu'elle recueille. En 1990, Louis Baden introduit pour la première fois le concept de didactique de la variation, cherchant ainsi à rapprocher la didactique des langues étrangères des réalités concrètes du terrain pédagogique. Plus tard, le terme socio-didactique a émergé dans divers travaux. Concernant une deuxième approche, Wharton propose d'inclure non seulement les paramètres sociolinguistiques, mais aussi les paramètres psycholinguistiques. Bien que les réflexions sur la didactologie aient émergé en lien avec la notion de contexte et la révolution communicative, les premières contributions à la contextualisation de l'intervention didactique peuvent être attribuées à Francis Desbizer et Robert Gallicin, qui ont porté une attention particulière aux problèmes engendrés par les transferts de pédagogie sur les plans éducatifs et culturels. De plus, d'autres soulignent qu'il existe d'autres perspectives à l'intérieur de la notion de contextualisation didactique, l'analyse didactique contextuelle et l'idactique contextualisée. Ainsi, toutes ces recherches ont engendré des concepts autour du contexte qui méritent d'être expliqués. Nous voyons ici ceux qui sont en interaction directe avec le mot contexte, à savoir l'adaptation et la transposition didactique, mais d'autres, ils sont beaucoup plus centrés sur l'élève, à savoir l'analyse des besoins, centration sur l'apprenant et la pédagogie différenciée. Cela dit, le contexte il est beaucoup plus large et la contextualisation didactique ne se reconcentre pas autant sur l'échelle d'apprenant, mais plutôt sur l'échelle du contexte de l'apprenant. Quant au niveau d'intervention de la contextualisation, Desbizer affirme qu'il existe 5 niveaux qui sont les suivants, c'est-à-dire l'idéologie, la façon dont on enseigne et qu'est-ce qu'on enseigne, la façon d'apprendre et comment on apprend, et les fonctions de la langue et les outils pédagogiques.
Pour d'autres, ils ont présenté des catégorisations différentes. Nous en exposons certains. Alors, comme remarque, la tentative de détailler les limites de la notion de contexte dans le cadre de la contextualisation didactique confirme la difficulté d'étayer les frontières claires de cette notion. Cependant, nous pouvons distinguer plusieurs paramètres, catégories ou types de contexte qui peuvent influencer une situation d'enseignement-apprentissage. Après avoir passé en revue comment le contexte a été introduit en didactique et en didactologie, les concepts qui y sont rattachés, ainsi que les différentes catégorisations proposées par certains auteurs, nous pouvons dire que le contexte est important car il peut avoir une influence significative sur la façon dont les apprenants apprennent et sur la manière dont les enseignants enseignent. Selon une perspective épistémologique, le contexte concerne l'ensemble des constituants d'un contexte donné, ainsi que par les conditions environnementales dans lesquelles l'événement a eu lieu. Ils peuvent affecter la façon dont les informations sont interprétées et comprises, orienter l'esprit public, l'opinion publique, et mettre en échec la validité et la fiabilité des résultats obtenus. Car les constituants d'un contexte sont imbriqués de telle façon à ce que toute tentative de délimiter s'avère difficile. Cependant, si nous décomposons les constituants d'un contexte jusqu'à ce que nous obtenions une unité indivisible, celle-ci sera un outil pertinent pour remplacer les mots éléments, composants, constituants, souvent utilisés mais qui n'aident pas à saisir un contexte. On peut dire alors que le contexte est un ensemble de contextèmes qui agissent et interagissent pour caractériser une réalité donnée. En ce sens, le contextème est l'unité minimale d'un contexte. Les contextèmes sont des unités indivisibles mais interdépendantes. Ils se manifestent sous forme de boucles. Ils ne peuvent être totalement pris en compte du fait de la complexité du contexte, mais ils peuvent être appréhendés à travers une pensée complexe. En ce sens, en utilisant la contextualisation et déterminer les différents contextèmes qui entrent en jeu, les chercheurs peuvent éviter les erreurs d'interprétation, clarifier les implications des résultats et établir une base solide pour les recherches futures. De plus, la contextualisation à la base des contextèmes peut également aider à identifier les limites de la recherche et à évaluer les pertinences et la fiabilité des résultats. Mais il faut dire que la contextualisation est construite car c'est une action de mise en contexte en intégrant différents contextèmes nécessaires et suffisants, spécifiques. Par son caractère relatif, c'est une intervention d'organisation et de réorganisation pratique polymorphe selon qu'un ou plusieurs contextèmes sont pris en compte ou non. Cela dit, la décontextualisation est le processus par lequel un contextème est retiré de son contexte original et présenté de manière isolée ou sans référence à son contexte d'origine ou en introduisant un ou plusieurs contextèmes. Ce processus peut se produire dans de nombreux domaines, pas seulement dans la didactique des langues. Après avoir présenté et expliqué le concept clé du contexte, à savoir le contextème, il est important de proposer une catégorisation du contexte à travers un modèle dynamique et systémique composé de 4 niveaux imbriqués, à savoir
le macro-contexte et l'exocontexte et le mésocontexte et le microcontexte qui concernent respectivement le niveau international, le niveau national, le niveau local et le niveau personnel. Ainsi, notre intervention touche à sa fin avec une conclusion selon laquelle, grâce à l'introduction du contexte dans la réflexion scientifique, on est passé de simples pratiques de la classe à la naissance d'une science de la didactologie pour arriver à une nouvelle théorie du contexte. Et pour finir, nous pouvons dire que chaque contexte a des contextes thèmes qui peuvent être pris en compte et que peuvent orienter l'opinion publique. Dans ce sens, nous remercions votre attention et je vous souhaite bonne suite de programme. Merci, chers collègues, de cette intervention très intéressante où vous avez souligné la question ou la notion du contexte perçu d'un point de vue général et didactologique et d'un point de vue particulier